m'appelle Éric Ruff, je suis l'administrateur général de la Comédie Française. Voilà, j'en suis ce qu'on appelle communément entre nous le patron. Voilà, je suis chez moi, confiné. La Comédie Française a cessé de jouer à cause de ce cauchemar dans lequel nous sommes tous plongés. Les trois salles de la Comédie Française, la salle Richelieu, le théâtre du Vieux-Colombier ainsi que le studio théâtre sont fermés depuis des semaines maintenant et on a réagi le plus rapidement possible. Et d'une, parce que j'ai une richesse folle à la Comédie Française, c'est une troupe de pratiquement 60 acteurs. Et vous le savez, les comédiens ne font pas de barater, ne font pas de gamme. S'il y a un art collectif, c'est vraiment celui du théâtre. Donc j'avais 60 lions en cage qui avaient besoin de s'exprimer, besoin de participer, besoin de se voir, parce qu'on s'est manqué les uns les autres extrêmement rapidement. L'autre trésor de la Comédie Française, c'est les captations que nous avons. Vous savez que la Comédie Française, qui existe depuis 1680, qui est la plus ancienne troupe en activité du monde, eh bien, collecte des renseignements, évidemment des écrits depuis toujours, de l'iconographie depuis toujours, et puis, quand les temps modernes sont arrivés, bien évidemment, de l'audiovisuel. Donc, il y a une collection d'à peu près 10 000 titres, dont tous ne sont pas présentables, évidemment, mais on a, depuis des années, depuis au moins 40 ans, le réflexe d'archiver tous les spectacles et de le faire d'une façon assez professionnelle, sans post-production, mais ce sont des archivages filmés sur 3 soirs avec un vrai montage. Donc, c'est des trésors qui ne sont pas faits pour la diffusion, mais à temps exceptionnel, nous nous sommes dit que cette richesse-là, ce qu'on appelle la boîte à jouets et à jouets, voilà notre trésor, il fallait l'ouvrir, il fallait que nous puissions continuer notre mission de service public et surtout, il fallait que nous gardions le lien avec l'ensemble, avec notre public, mais l'ensemble de nos partenaires. Euh, les partenaires qui sont ceux de l'éducation nationale, parce que nous avons une mission éducative aussi à la Comédie Française. On a la chance d'avoir un professeur des écoles détaché de l'éducation nationale qui travaille dans le théâtre, c'est assez exemplaire à la Comédie Française. Nos mécènes, évidemment, notre public, les instituts français à l'étranger, notamment le vôtre, avec qui nous avons collaboré d'une façon absolument formidable il y a quelques mois. Voilà, ça nous permettait de garder absolument tout ça et puis que le rapport, les spectateurs de la Comédie Française aiment profondément la troupe parce que c'est la seule de France et que je dis communément qu'il y a souvent des carrières de spectateurs qui sont tout à fait parallèles à des carrières d'acteurs à la Comédie Française. Les gens vieillissent ensemble de part et d'autre du front de scène, du plateau. Et, et cette télé que nous avons inventée, c'était historique, c'est la première fois que la Comédie Française invente une web télé qui s'est appelée donc la Comédie Continue. Nous sommes déjà à la 5e semaine maintenant, ça marche formidablement bien. Alors notre réflexe n'est pas de mettre les choses en replay, mais de donner des rendez-vous aux gens dans la journée. Ça commence à 16 heures et ça finit vers 23 heures, minuit, ça dépend de la longueur des soirées. On a toute une partie qui est consacrée aux actions éducatives. Alors, on commence par de la poésie, on appelle ça le 4 heures de Ragueneau. Voilà, c'est les tartelettes amandines, c'est 5 minutes de poésie, ça fait toujours du bien dans une journée. Et puis ensuite, il y a plein de choses notamment les lycéens, les collégiens, les lycéens sont en plein bac de français, donc on a demandé à tous les professeurs avec qui nous sommes en convention, je sais que nous avons des conventions à Londres aussi, avec le lycée français notamment, nous avons demandé aux professeurs qu'est-ce qui vous arrangerait et ils nous ont tous dit est-ce que les comédiens peuvent s'emparer des textes et des extraits proposés au programme du bac de français. Et on leur a dit, bah, d'accord, sauf qu'on ne peut pas se substituer aux professeurs. Il y a quand même beaucoup d'acteurs qui ont fui les études pour devenir acteurs. Donc, le fait de repasser le bac de français était un petit peu angoissant pour eux. Mais je m'en suis expliqué avec la troupe en leur disant, mais on vous demande déjà de lire, hein, parce qu'une lecture faite par un comédien français, enfin, la comédie française, fait que tout d'un coup, le texte paraît plus clair, plus vivant que quand on le lit laborieusement comme ça. Et puis surtout, d'en faire une explication sensible. Donc, ils se sont tous collés à l'exercice. Donc, depuis 5 semaines, chaque jour, du lundi jusqu'au vendredi, il y a les
comédiens repassent le bac français. Ensuite, comme les gamins sont aussi en période d'orientation, et que la Comédie Française, nous sommes 400 avec 70 métiers, ben, nous interrogeons, il y a une rubrique qui s'appelle « Où suis-je, que je fais, que dois-je faire encore ?» Voilà, ce bel alexandrin d'Andromaque, où voilà, on interroge des gens de la technique, des chefs de service, des gens de l'administration, des comptables, des tapissiers, etc., sur leur métier, leur formation, quel est l'essentiel de leur métier. Voilà. Il y a toute cette partie-là. Et ensuite, on s'occupe des enfants beaucoup, parce qu'il y a une rubrique qui s'appelle Les comédiens parlent aux enfants. C'est simplement des contes pour enfants que nous lisons pendant une demi-heure. Les acteurs adorent faire ça. On a tous des enfants, donc on a quelques piles à la maison pour dire tout ça. Et puis, c'est en podcast par la suite pour que les parents puissent s'en servir au moment où les bambins se couchent. Il y a un truc assez intéressant ensuite qui s'appelle le foyer des artistes. Vous savez que le foyer des artistes, c'est le lieu physique qui est le plus proche du plateau dans lequel les comédiens, entre deux scènes, viennent se ressourcer, viennent discuter, ont des retours son et vidéo pour ne pas louper leurs entrées. Et c'est là où on échange en fait les secrets, les blagues, où on reste en jeu tout le temps. Et donc, il y a pas mal de très jolies capsules où il y en a une qui s'appelle Mon Alexandrin préféré, voilà, où chaque acteur dit quel est son alexandrin préféré et pourquoi il l'aime. De temps en temps, il l'aime parce que l'essence même de cet alexandrin, littérairement, est absolument magnifique. Des fois, il l'aime parce qu'il rêverait de le dire un jour et ils ne l'ont jamais dit, ou il l'aime parce qu'ils l'ont dit 500 fois sur un plateau. Voilà, et ça fait un florilège comme ça sur la langue française et l'alexandrin absolument magnifique. Il y a une autre chose qui s'appelle L'enfance de l'art, où je demande aux acteurs mais quel enfant ils ont été vis-à-vis de l'ennui. Ça intéresse beaucoup les gens en confinement, et nous sommes nombreux à l'être. Quel est le rapport de l'enfant à l'ennui? Est-ce que l'école a solutionné quelque chose quand ils étaient élèves? Est-ce que l'élève ressemblait à l'enfant? Et comment le théâtre est né dans cette équation-là? Maintenant, il y a une nouvelle rubrique qui s'appelle Moi, je veux mourir sur scène, où on les interroge sur est-ce que ça s'apprend d'être acteur? Est-ce qu'on s'arrête un jour d'être acteur? Est-ce qu'on rêve de l'être jusqu'au bout? Voilà, je les interroge sur leur pratique. Il y a une chose qui s'appelle l'apéro de Ragnaud aussi, où ce sont des recettes de cuisine, mais littéraires, voilà, chez Proust, chez pas mal, chez Hugo, chez pas mal d'auteurs comme ça. Donc voilà, on rentre un peu dans les secrets de fabrication. Il y a une chose qui s'appelle la cuisine de l'acteur aussi. Quand un acteur dit à un metteur en scène, oui, mais moi, tu vois, je vais penser à ça, je vais le faire comme ça, généralement, le metteur en scène dit, oui, oui, non, mais ça, c'est ta cuisine. C'est-à-dire, c'est comment tes secrets de fabrication. Le metteur en scène dit, je veux que tu arrives à ce point-là d'émotion, à ce point-là de représentation. Maintenant, comment tu y arrives, c'est ta cuisine, c'est tes secrets, je ne veux pas le savoir. Donc là, en fait, on rentre dans la cuisine de l'acteur, et l'acteur nous explique comment il apprend un texte, à quel moment il se sent juste ou pas, ce qui libère sa voix, quels sont ces petits trucs, ces petits gimmicks. Et puis, nous avons deux levées de rideau. Alors, un à 18h30 qui correspond à l'horaire où nous ouvrons notre studio, le studio théâtre qui joue à 18h30, et puis un autre à 20h30 aussi. Et alors là, on mêle en fait des œuvres comme la trilogie de la villégiature de Strehler, comme Londine de Giraudoux, comme il y a pas ce soir passe Lorenzaccio Zeffirelli. Donc ça, c'est des spectacles. On a donné la Bérénice de Gruber. La Bérénice de Gruber, nous ne l'avions jamais présentée. Et là, on a pu la présenter. Il y avait 6000 personnes qui étaient réunies à regarder cette chose-là, parce que c'est historique. Entre nous, les comédiens, on dit toujours que Michael Gruber a fait une révolution sur la représentation de Racine, et qu'il y a un avant et après Racine. Et autour de ces œuvres historiques, eh bien, on va faire des bonus. On va interroger. Là, on avait Ludmilla Michael, que nous avons interrogé longuement sur ses souvenirs de la Comédie Française, sur les souvenirs de son travail avec Michael Gruber. Hier, il y avait le Don Juan de la Salle avec Andrzej Séverine. C'était son entrée à la Comédie Française à la Cour d'honneur d'Avignon en 93. Et Andrzej est directeur du Polski maintenant à Varsovie depuis des années. Et puis, on le voyait 30 ans plus tard évoquer les souvenirs de comment il était entré au Français, sa première rencontre avec Jacques Lassalle, sachant que Jacques a travaillé jusqu'à la fin de sa carrière au Polski avec lui. Donc voilà, ce qui est assez beau, c'est qu'on donne des trésors et finalement on en crée d'autres, parce que comme la troupe éditorialise et contextualise tout ça, ça donne une chose assez magnifique. Alors, il y a une chose qui est formidable, c'est que je l'ai appris parce que je reçois beaucoup de courriers. En fait, les gens rentrent, s'approchent
bizarrement et paradoxalement, dans nos confinements, s'approchent des acteurs beaucoup plus qu'ils ne peuvent le faire quand ils viennent physiquement dans les salles. Ça peut paraître paradoxal, c'est assez curieux, mais c'est sans doute assez vrai. Je fais partie du… En fait, quand vous êtes dans une salle de théâtre, c'est un confinement, sauf que c'est un confinement consenti. Celui que nous vivons ne l'est pas consenti, mais finalement, quand on prend le métro et qu'on vient s'enfermer dans une salle, sachant qu'au milieu d'un rang, on ne pourra pas sortir avant 3 heures, quelle que soit la qualité du spectacle, il y a un air que nous partageons tous. Et là, le bonheur de cette comédie continue, c'est que nous passons aussi des spectacles, évidemment, qui ont été les damnés, on les a repassés, euh, des spectacles beaucoup plus modernes et qui font évidemment la fierté de notre temps. Et puis tous les trésors, nous les mélangeons et ça crée un rapport au public, une richesse absolument incroyable où, ben oui, le sentiment du théâtre, le sentiment de la troupe, et même entre nous, c'est moi qui connais la troupe, j'ai joué avec eux, ça fait bientôt 30 ans que je suis dans cette maison, je les ai mis en scène, j'ai fait des décors pour eux, j'ai joué parmi eux, je les distribue, enfin, je crois qu'il n'y a personne qui les connaît mieux que moi, et j'apprends des choses avec cette web télé. Je suis au même rang que n'importe qui. Je fonds de tendresse devant des choses que je ne savais pas, des richesses insoupçonnées, des profondeurs que je savais, mais pas à ce point-là. Voilà, c'est un beau, c'est une belle chose. On essaye de positiver, hein, évidemment, cette, cette période, mais je crois que cette web télé, cette comédie continue nous sert beaucoup, sert au public et nous sert aussi parce que nous sommes allez, 170 à pouvoir télétravailler la Comédie Française. Donc je vous disais qu'on était 400. Malheureusement, il y a beaucoup de techniciens qui ont de l'or dans les mains, sauf que leurs gestes ne se téléportent pas. Et le fait de savoir que nous continuons à travailler, que pratiquement la moitié de la Comédie Française continue à travailler, produit des choses, garde le lien, et eux aussi ils regardent la comédie continue, c'est assez chronophage, hein, parce que de 16h à 23h tous les jours, avec chaque jour un programme différent, ben, on peut rester scotché. Je peux vous en parler rapidement, parce que je pourrais en parler des heures, mais rapidement, ce sont les trois piliers euh, fondateurs de la comédie française. Je les défends. Mon rôle d'administrateur, c'est aussi d'expliquer pourquoi cette maison est exceptionnelle de construction, de pouvoir, de contre-pouvoir, d'équilibre. Il y a toujours des gens, on fait tous partie de cette hésitation. Il y a des gens qui regardent la comédie française comme une espèce de vieille construction qu'il faudrait un petit peu synthétiser, araser, réussir à la mettre comme tout le monde. Et puis, fort heureusement, il y en a beaucoup d'autres, et je la défends dans ce sens-là, qui la présentent comme justement une construction totalement exemplaire. Donc, ces trois piliers fondamentaux, c'est le répertoire. Alors, il y a très longtemps, le répertoire de la comédie française, il y a de temps en temps une incompréhension là-dessus. Les gens pensent que c'est les pièces immémoriales de notre culture. Non, sur 4000 titres qu'il y a à peu près au répertoire, il y en a beaucoup qui ne seront jamais rejoués parce qu'ils dépendent simplement du goût du jour, de leur temps, des formes dans lesquelles elles étaient inscrites, de sujets qui sont passés et qui n'intéressent le plus grand monde. Il y a évidemment 10% à peu près de pièces qui sont de grands classiques. Voilà. Pas des grands classiques au sens où ils sont dans le papier Bible, dans la Pléiade, etc., mais dans le sens où les poètes qui les ont écrits ont décrit quelque chose de notre humanité, de notre fonctionnement social ou intime, d'une plume tellement exigeante, tellement claire, qu'on pourra les jouer dans 200 ans comme on les jouait il y a 600 ans sans aucun problème. Donc le répertoire, ce qui était autrefois un monopole, seuls les acteurs de la comédie française pouvaient présenter ces pièces quand elles étaient tombées au répertoire de la comédie française. Mais maintenant, ça constitue un trésor et on fait toujours confiance maintenant à la comédie française pour poser un regard actuel, réveillé, intelligent, équilibré sur ce répertoire pour le redonner incessamment de génération en génération. Donc, pour pouvoir le présenter, ce répertoire, plus il y a de représentations à la comédie française, mieux c'est, évidemment, et plus il y a de titres possibles à présenter, mieux c'est. Donc, il y a ce qu'on appelle l'alternance des spectacles. À la Comédie Française, à la salle Richelieu, nous jouons 9 fois par semaine, parce que nous jouons tous les jours, il n'y a jamais de relâche, et le samedi, nous faisons une matinée, et le dimanche aussi une matinée, tout en faisant évidemment une soirée le samedi et le dimanche. Donc, on joue 9 fois par semaine, et sur 9 fois par semaine, nous jouons généralement en alternance de 4 à 5 spectacles.
que nous présentons. Donc, sur une seule année, à la salle Richelieu, il y a 5 créations, mais il peut y avoir jusqu'à 10 à 12 reprises. Donc, ça veut dire que dans une seule salle, on peut jouer donc jusqu'à 15 pratiquement spectacles dans l'alternance. Donc, quelqu'un qui vient une semaine à Paris et qui nous voudrait voir tous les soirs ou chaque après-midi que des choses de la Comédie Française pourrait finalement tenir toute une semaine en voyant des choses différentes. Dans les 2 autres salles, nous jouons en série, pas en alternance, mais nous présentons d'autres spectacles aussi. On fait à peu près plus de 900, ce qu'on appelle levée de rideau, la Comédie Française, donc 900 représentations qui amènent de la billetterie, même si quelquefois c'est des lectures, voilà, sur des tarifications très peu chères, mais 900 par an avec 55 acteurs, vous voyez à peu près ce que ça veut dire. Et je compte dans ces 900 présentations tout ce qui se joue à la salle Richelieu en alternance, tout ce qui se joue au Vieux-Colombier, tout ce qui se joue au Studio Théâtre, tous les hors-le-mur que nous faisons de temps en temps à Paris dans d'autres salles que nous investissons, et toutes les tournées, voilà, comme nous faisons quand nous venons avec les damnés au Barbican, ça fait partie de cette chose-là. Quand nous venons de New York avec les damnés, quand nous allons cet été dernier jouer Electre et Oreste et Épidore, voilà, et puis toutes les tournées évidemment en région. Donc les 900 présentations nous amènent à présenter au public énormément d'auteurs, énormément de styles de pièces, et c'est un des piliers. Et pour tenir l'alternance, pour tenir ce répertoire, il faut donc l'alternance. Là, je vous ai décrit les 2 piliers qui sont interdépendants. Et pour pouvoir tenir cette alternance et cette présentation du répertoire, il faut une troupe. Parce que un comédien à la Comédie Française, il y a certains comédiens, et ça n'est pas une légende, ça concerne plein de comédiens à plein de moments de la saison, qui jouent 14 fois par semaine. Et en jouant 14 fois par semaine, ils jouent donc à peu près 6 pièces différentes, parce qu'ils sont dans tous les spectacles présentés dans l'alternance de la salle Richelieu, et en plus, ils viennent jouer à 18h30 au Studio Théâtre 5 fois par semaine. Donc 9 et 5, 14. Ils jouent 14 fois par semaine. Donc si je n'avais pas ces acteurs-là, je ne pourrais pas présenter autant de spectacles. Et en plus, ces acteurs-là sont totalement, c'est comme des grands instrumentistes dans un orchestre, hein, qui seraient capables de jouer Mozart, mais qui seraient aussi capables de jouer du Xenakis le lendemain, parce qu'ils ont des archets extrêmement réveillés, et que ce que ça demande de solfège, de réveil dans la bouche, d'oralité, de connaissance du vers libre claudélien, de l'alexandrin, de la prose, de la traduction, etc. C'est des gens qui, à force, on remet, on remet notre ouvrage sur le métier tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et certains pourraient dire, oh là là, mais jouer tellement, ça endort. Ils sont quand même dans une espèce de truc de fonctionnaire. Pas du tout. Un acteur de la Comédie Française est sans cesse réveillé, sans cesse réactivé. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a de très grands acteurs dans la troupe, et que la troupe est une des plus grandes. Et j'en suis absolument sûr. C'est et d'une parce que oui, on choisit généralement d'excellents acteurs qui y rentrent, mais le travail de la Comédie Française fait monter le niveau de jeu. Et voilà, pour arriver sur Ivo Van Hove, quand je fais venir quelqu'un comme Ivo Van Hove, eh bien, je sais que tout d'un coup, sa méthodologie, sa, ses méthodes de représentation aussi, simplement, avec les caméras embarquées, avec tout ça, les HF, enfin toute cette technique-là, ben, les acteurs du français, c'est pas dans leur ADN immédiat, c'est pas des choses qu'on sait faire. Et donc, on est extrêmement curieux, on a extrêmement envie de savoir faire ce théâtre-là. Donc, Ivo arrive en se disant, oh mon Dieu, je vais tomber sur des acteurs peut-être un peu endormis, ou alors qu'ils vont me dire, non, c'est comme ça le théâtre, on n'a jamais fait ça, nous on a toujours fait comme ça. Et en fait, au bout de 2 heures de répétition, il s'aperçoit que l'ensemble des acteurs a envie d'apprendre, qu'ils sont présents, et ça, évidemment que la curiosité ne fait rien perdre à la qualité. Au contraire, ça s'accumule et ça rebondit. Donc voilà les 3 piliers, ce pourquoi les masterclass qui ont été demandées sont intelligentes, et que si vous suivez les 3, vous aurez une belle définition de ce théâtre, et qui est une définition historique dans le sens où c'est une maison de mémoire, mais c'est une maison qui fait du théâtre vivant aussi. C'est le bonheur de cette maison, et c'est mon bonheur de la diriger, c'est qu'il y a beaucoup en France, vous le savez, des lieux dédiés à la mémoire. Et puis il y a quelques lieux qui sont dédiés à l'art contemporain.
Voilà, on a le palais de Tokyo d'un côté, le Louvre de l'autre, et de temps en temps, on a du mal à faire venir les deux. Il y a beaucoup de lieux de mémoire qui disent est-ce qu'on pourrait faire des petites lectures pour faire un peu quelque chose de vivant, etc. Ben, nous, à la Comédie Française, on fait tout le temps les deux, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous avez, quand je fais visiter la Comédie Française, je vous parlais du foyer des comédiens, en vous expliquant ce que c'était tout à l'heure. Eh ben, un foyer de comédiens dans n'importe quel théâtre, il y a une moquette élimée, il y a un vieux sofa défoncé, et puis une fontaine à eau, il n'y a plus. Voilà, c'est vraiment un lieu, un gymnase, quoi. À la Comédie Française, ben, il y a des tapis qui appartiennent au mobilier national, il y a un lustre qui est classé, il y a le Molière de Milliard, il y a des œuvres de maître, il y a des tableaux. Et c'est là que les acteurs se couchent quand ils ont mal au dos, c'est là qu'ils se courent après, c'est là qu'on répète des combats d'épée avant de rentrer sur scène. On ne fait que de choses qui nous condamneraient à être ceinturés par des agents de sécurité dans n'importe quel musée. Ben là, c'est la définition de la Comédie Française, c'est-à-dire qu'on fait des galipettes physiques, on a des activités modernes parce que c'est notre travail à l'intérieur d'un musée. Et c'est vraiment ça, et l'un réactive l'autre tout le temps. Le présent est lesté par la mémoire, et la mémoire est réactivée par le présent. C'est vraiment la définition de la Comédie Française. Alors, c'est une des missions qui est donnée à la Comédie Française, et il y a une mission de rayonnement national à l'étranger. Alors, ça peut paraître une espèce de mission un petit peu gros bras, comme ça, de dire nous sommes une mission, nous sommes un pays de culture, nous avons cette réputation-là, il faut la tenir, etc. Mais c'est pas tant ça l'important, je pense. Finalement, la culture et les auteurs nous réunissent, euh, et ça fait du bien de le sentir et de l'entendre. Les problématiques pourtant énoncées par un Molière, ben, finalement, quand vous tournez au Maroc, un Molière, finalement, moi, je redécouvre à quel point c'est un auteur puissant, et je redécouvre à quel point sa technique pour faire passer des vérités, pour interroger les sociétés dans lesquelles nous vivons est extraordinaire. Euh, on a fait Georges Dandin au Maroc, et Georges Dandin parle des mariages arrangés. Donc, et au Maroc, il y a forcément encore toute une partie de la population qui peut être régie par ces règles-là et qui légitimement peuvent s'interroger dessus. La manière dont Molière le met est extraordinaire, parce qu'on ne peut pas être soupçonné de venir là avec un auteur contemporain qui interroge pertinemment au moment où, qui va gratter quelque chose. Là, c'est un auteur qui est mort depuis très très longtemps. Donc finalement, c'est notre humanité, c'est nos réflexes, c'est ce qui nous fonde tous, c'est le cheptel que nous sommes les uns les autres, malgré toutes nos différences, qui est interrogé. Et ça, c'est extrêmement important, parce que un Marocain qui s'interroge sur Molière, un Français qui s'interroge sur Bulgakov, un Indien qui s'interroge sur Shakespeare, ben, nous remet dans une espèce de grande ronde et culturelle et sociale et de vie, tout simplement. Et je pense que ça revêt une importance forte, parce qu'on ne peut pas soupçonner le théâtre de vouloir faire passer un message politique contemporain, voilà, de pouvoir prendre des parts de marché, que ce soit des marchés des esprits, des marchés économiques. C'est ça qui est assez formidable, c'est que ces poètes-là ne l'ont pas écrit pour ça. Souvent, n'imaginaient même pas que leurs œuvres pourraient interroger des peuples aussi lointains, et que ces peuples aussi lointains goûteraient absolument leurs pensées tout en réagissant et tout en rêvant sur ces problématiques-là. Je trouve ça fondamentalement intéressant. Et puis nous, pour nous, interprètes, c'est extraordinaire de changer de public. C'est extraordinaire de voir, euh, voilà, il est vrai que nous, Français, alors peut-être sommes-nous plus latins, mais on a des manières d'applaudir, de remercier les acteurs, ou de signifier le fait qu'on vient de voir une représentation exceptionnelle par rapport à d'autres. Voilà, la longueur des applaudissements, les claps, le fait de se lever, etc. La première fois que j'ai vu un spectacle à Londres, c'était un spectacle de Cathy Mitchell, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. C'était au Old Vic, je crois. Euh,
Et puis, les gens ont applaudi 1 minute 15, se sont levés et sont partis. Et pour moi, 1 minute 15, en France, des saluts comme ça, c'est un refus. C'est-à-dire c'est pratiquement des gens qui disent, vous venez de faire un spectacle déplorable. Et j'étais avec Aliette Martin, qui est très, très anglophile et anglophone, qui a travaillé longuement à la Comédie Française, que vous avez connu, Raphaël, et qui m'a expliqué non, c'est comme ça, là, c'est de très beaux applaudissements. Alors, voilà, déjà, ces différences-là nous amusent, mais j'ai eu l'occasion, je vous parlais de Don Juan, j'ai eu l'occasion de jouer à quelques semaines d'intervalle, le temps que le décor se balade sur l'Atlantique. J'ai joué Don Juan à New York, à Brooklyn Academy, je crois, et puis ensuite, nous l'avons joué à Varsovie, à Cracovie et à Gdansk. Et la différence était dingue. Alors, les salles étaient pleines de gens qui venaient voir la troupe de la Comédie Française, mais aussi une des pièces emblématiques de la culture française, Don Juan. Et vous savez, il y a cette réplique du pauvre, un pauvre qui est là dans la forêt, et Don Juan s'amuse avec la foi du pauvre en lui disant, si tu as envie de bouffer, jure contre Dieu, et je te donnerai de quoi aller manger. Et le pauvre est héroïque et dit à la fin, j'aime mieux mourir de faim. Donc il refuse la pièce. Et Don Juan lui donne quand même en lui disant va, je te le donne pour l'amour de l'humanité. Et cette phrase-là, il y a des thèses en France sur cette phrase-là. Est-ce que c'est la preuve de la non-foi de Don Juan ou est-ce que c'est la preuve de sa foi profonde? Enfin, chacun fait des théories, etc. À New York, les gens riaient comme si c'était du théâtre de plateau. Et nous, on était très étonnés de cette chose-là. Et de temps en temps, avec le surtitre, même les gens riaient avant même qu'on sorte la phrase. Et en France, rire sur cette réplique de Don Juan, c'est même pas possible. C'est que quelqu'un pense à autre chose et se réveille et est en train de dormir. Ça n'est pas possible. Et quelques semaines après, on a joué en Pologne. Et en Pologne, va, je te le donne pour l'amour de l'humanité, ça se disait dans un silence, mais on a l'impression que le public attendait que cette phrase donne réponse à quelque chose qui flottait autour d'eux, parmi eux, etc. Donc ça, déjà, l'effet de mondialisation, finalement, n'est pas si grand que ça, parce qu'on s'aperçoit que la qualité d'écoute des gens, ce en quoi le théâtre percute ou non, et la manière dont ça percute est pour le coup très changeant. Mais voilà, si nous, on a un rôle, il n'est pas tant diplomatique. Alors, de temps en temps, il est diplomatique parce que c'est le ministère des Affaires étrangères et que de temps en temps, on nous envoie un peu mettre du baume sur certaines fâcheries qu'il y a eu pour différentes raisons plus de base politique pour le coup. Mais quand même, ce qui se transporte, c'est quelque chose de notre matière, de notre psyché commune, voilà. Et on a beau avoir des réflexes que je n'ai pas à qualifier ici, mais de renfermement sur soi, de nationalisme ou de populisme de temps en temps. En même temps, l'époque que nous vivons là, finalement, le confinement est totalement mondial et s'il y a une chose qu'on n'arrive pas à arrêter, eh bien, on est rappelé au désordre par mère nature. Et les hommes modernes que nous sommes sont totalement ébahis parce qu'on a toujours l'impression de tout maîtriser et c'est comme si tout le monde avait perdu son portable dans la piscine d'un coup. Toutes nos connexions, tout ce pourquoi on est persuadé d'être un peu les maîtres du monde, et bien tout d'un coup, Maître Nature nous rappelle à son désordre. Et alors ça, toutes les frontières ou pas, les fermetures ou pas, les Frexit, les Brexit, tout ce qu'on veut en hit ne fait pas grand-chose là-dedans. Donc, si les miasmes passent, il faut aussi que la clarté des idées, et quand je dis la clarté des idées, ce n'est pas tant une idée politique ou une idée c'est moi qui ai raison et c'est vous qui avez tort, c'est que l'échange des idées et ce qui fait nos bouleversements intimes et nos bouleversements sociaux continue encore à se balader. Et le théâtre est un ferment formidable. Vous savez, au théâtre, quand même, on accepte d'être naïf au théâtre. Donc il y a des choses qu'on veut bien entendre. On accepte d'être crédule. La crédulité en politique, on déteste ça, être crédule en politique. On déteste être crédule en amour. Il y a un endroit où on aime bien dire, comme quand on avait 11 ans, on aurait dit que j'étais l'Indien. Donc on est dans une salle de spectacle et on dit, on aurait dit que tu allais descendre de cheval.
et l'acteur fait semblant de descendre de cheval. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de cheval en coulisses, mais il fait semblant de descendre de cheval et tout le monde y croit parce que chacun veut bien être crédule quand il s'agit de théâtre, quand il s'agit des poètes, quand il s'agit des dramaturges. Et on est quand même dans une période où les éléments de langage, où la nécessité de donner une information tout le temps, donc cette bouche dévorante qui doit ne jamais s'arrêter, dire des choses tout le temps, donc forcément les choses intelligentes, elles se motivent, elles se trouvent, elles se réfléchissent, et les conneries, souvent, elles se diffusent beaucoup plus vite. Donc le théâtre a une part essentielle là-dessus parce qu'il n'est pas rapide, le théâtre. Le théâtre, il faut l'organiser, il faut l'écrire, il faut le présenter, il procède d'une économie assez lente. Voilà, donc le temps que ça arrive, eh bien, généralement la chose est passée. Ben, le fait que la chose soit passée nous permet un peu de retirer le nez du tableau et de réfléchir un petit peu, de se réfléchir, de se voir en miroir, de réfléchir à ce que nous représentons, à ce qui est représenté devant nous. Et je pense que le poète ou le dramaturge a autant de droits de citer dans notre société que n'importe quel journaliste ou chroniqueur d'une chaîne d'infos continue. Vraiment. Parce que la complexité du monde, sa richesse, sa profusion et son paradoxe sont beaucoup plus bien énoncés par les poètes et les dramaturges que par nos journalistes. Donc ça n'est pas l'un contre l'autre, mais le théâtre a pour le coup une puissance rare de ce côté-là. Et dans nos époques modernes, peut-être encore plus. Alors nous l'avons joué, ce spectacle, bientôt 300 fois, je crois. Nous sommes censés le reprendre, peut-être une dernière fois, parce que le seul acteur qui a fait l'ensemble des représentations est Michel Villermoz. Voilà. Michel, le jour où il rendra son rôle, ce sera un autre Cyrano de Bergerac, ça ne peut pas être cette production-là. Il ne le pourra pas. Donc il vieillit dans le rôle magnifiquement. 300 fois, effectivement, cette pièce est extraordinaire. D'ailleurs, on pense toujours que cette pièce est une espèce de pièce un peu brillante, cocardière à la française, etc., alors qu'elle est beaucoup plus profonde que ça. Une chose, je trouve, qui a très bien monté Denis, c'est notamment ce qu'il appelait la chimère, c'est-à-dire que cette histoire extraordinaire entre ces deux hommes que rien ne rapproche, qui d'ailleurs, logiquement, ont le même âge. Alors, la difficulté du rôle, mais lorsqu'on l'a créé entre Michel Virmoz et moi-même, qui jouait Christian de Villette, on avait quelques années de différence, mais pas tant que ça. Donc il y avait quelque chose qui était assez juste par rapport à la pièce, où c'est quand même la rencontre d'un manchot et d'un cul qui se disent à nous deux, on peut être champion du monde d'athlétisme, de l'amour. Et cette figure-là presque mythologique de la chimère, du corps, du buste d'homme avec un corps de cheval, du buste de femme avec une tête d'aigle, enfin tous ces trucs-là, il y a quelque chose de très mythologiquement profond dans cette pièce qui, à mon avis, en fait toute la beauté. Et puis surtout, voilà, Rostand était un grand amoureux de théâtre. On le sait, c'est quelqu'un qui connaissait, qui est amoureux d'actrices, qui traînait dans les coulisses, etc. Et comme cette pièce est longue, elle est importante, généralement, la première partie est coupée. On commence toujours au moment où Cyrano sort de sa malle et interrompt la représentation de la Chloris et dit à Montfleury, le gros sociétaire qui doit se taire, voilà, d'arrêter de jouer. Et avec Denis, lorsqu'il m'a proposé et de jouer Christian de Villette, donc c'était en 2005, je crois, donc ça fait du temps, euh, et de faire la scénographie en même temps, immédiatement, nous, on s'est dit, il faut garder absolument ce début parce que c'est une ode au théâtre. C'est là où Rostand fait comme une préface amoureuse au petit métier du théâtre, à la bouquetière, à celle qui donne les sandwichs et à boire, à celui qui fait les tickets, le public qui est là à l'avance, qui commente, qui espère, etc. Le papa qui amène son enfant en disant, oh là là, dans cette salle, j'ai vu du retrou, et voilà. On s'est dit, on va le garder. Et nous, à la Comédie Française, les acteurs, dans cette ancienne construction et pertinente construction, il y a ce qu'on appelle les semainiers, c'est-à-dire un sociétaire par semaine s'occupe et est responsable des spectacles pendant toute la semaine, et surtout lorsque l'administrateur n'est pas là. Donc c'est lui, s'il y a jamais il y a un problème à la représentation, qui décide de faire une annonce, qui décide d'annuler, qui va parler au public, etc.
Et le semainier, il est sur le côté, il est dans le cadre, côté jeu et il regarde le spectacle, en fait, par le côté. Et très souvent, on se dit ça avec Denis, finalement, on a des visions sur le spectacle qui ne sont pas préparées, parce que le spectacle est fait pour être de face et pas être vu de côté. Mais donc, cette vision involontaire, de temps en temps, elle est d'une poésie et d'une beauté absolument dingue. On a l'impression, vous savez, que comme le kid dans Charlot qui regarde à travers les planches pour regarder le cirque, on a l'impression d'avoir, oui, un point de vue privilégié. Et donc, toute la scénographie est partie de cette chose-là, du fait que de temps en temps, pour ceux qui ont la chance d'en voir, vous avez un décor, c'est très beau, ça représente une muraille de palais, mais quand vous passez derrière cette muraille de palais, la phase technique est souvent d'une poésie extraordinaire parce qu'il y a du numéro de série, il y a des trucs un peu comme les artistes du Moyen-Âge sculptaient dans les pierres des cathédrales pour signer leur présence. Là, il y a beaucoup de choses comme ça dans les ateliers de construction de la Comédie Française. Il y a du chanvre, il y a des guindes, il y a du métal, il y a du bois, il y a du tissu. Moi, très souvent, je trouve que le dos des décors est plus beau que la face. Et c'est un scénographe qui le dit. Je sais de quoi je parle. Et donc voilà, on était parti en se disant, à partir du moment où Rostand nous dit c'est au théâtre, c'est dans la coulisse d'un théâtre. Donc la coulisse d'un théâtre, logiquement, tout le mystère est dévoilé, mais finalement, quand on dévoile le mystère d'un théâtre, il se double encore. On a beau vous amener en disant c'est comme ça que ça se fait, c'est encore plus incroyable et plus mystérieux. Donc on avait une clé, comme une licence poétique d'entrée dans le spectacle, en disant si Rostand nous le dit, ensuite on peut tout décliner, la convention théâtrale va suivre. Donc voilà comment j'avais pensé cette scénographie qui ne cessait de venir, de créer des espaces encombrés, des espaces totalement peu encombrés. Exactement, nous, à la Comédie Française, il y a ce qu'on appelle la salade. Vous savez qu'on démonte un décor le matin pour monter le décor de la répétition de l'après-midi. À la fin de l'après-midi, on démonte le décor de répétition de l'après-midi pour monter celui de la représentation du soir. Et souvent, c'est 3 décors différents. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle la salade. C'est un terme technique entre nous. C'est sans doute comme une salade dont vous prenez les feuilles et puis vous les mélangez. Comme on mélange la salade. Voilà. Et ben, des décors sont des faces extrêmement planes parce que ça monte dans les cintres et ça doit pouvoir se ranger les uns à côté des autres. On appelle ça des feuilles, c'est un terme technique aussi. Et faire la salade, c'est prendre les feuilles, les déplacer, les mettre au lointain, les remonter, les garer, les ranger, les mettre sur les bonnes porteuses, etc. Et donc, nous, très souvent, on assiste à ça. Parce que quand on vient de finir la répétition, on va dans la salle discuter pendant que tous les techniciens font la salade. Et très souvent, les artistes que nous sommes regardent ça en disant finalement le plus beau des spectacles, c'est celui que personne ne peut voir, qui est la salade, justement. Donc c'était un petit peu, et d'ailleurs dans le Cyrano de Bergerac, il y a pratiquement autant de techniciens que d'acteurs, parce qu'on voulait absolument que les techniciens rentrent, soient vus et qu'on voit leur métier et qu'on les voit travailler au télémeuble, les tapissiers, les accessoiristes, les sondiers, les électros, les machinistes, les courriers, les jardiniers, enfin voilà, que tout ça procède parce que Rostand nous disait on est au théâtre. Ça commence au théâtre, donc on n'a pas à faire semblant qu'on est dans le désert du Negev ou je ne sais pas trop quoi. Non, on est au théâtre, donc tout est possible. De Molière, voilà, il y a deux choses. Molière fait partie, il y a des auteurs comme ça dont les paroles retirées du théâtre ont une valeur générique et générale. Je crois que c'est Don Juan qui dit il faut faire et non pas dire. Don Juan dit ça. Et je sais que Jean-Pierre Miquel, qui était un administrateur de la Comédie Française, un jour, on fait des hommages à Molière où chacun dit une réplique, et je me souviens, il avait dit cette chose-là. Je suis administrateur moi-même, et effectivement, c'est une maxime. Je trouve qu'on est dans des sociétés où on parle beaucoup. Excusez-moi, je viens de le faire pendant 1 heure. Mais c'est peut-être parce que j'ai fait que je peux le dire. Mais j'aime beaucoup cette phrase. Il faut faire et non pas dire. On peut se raccrocher à cette branche. Il y a une autre, je crois que c'est dans Le Malade imaginaire. Je crois que c'est Angélique qui dit ça à Thomas Diafoirus, qui dit les anciens sont les anciens, mais nous sommes les gens de maintenant. Et j'aime aussi cette chose-là. J'aime bien cette réplique-là. Les anciens sont les anciens, mais nous sommes les gens de maintenant. Je trouve que là-dedans, il y a toute la comédie française. Alors, je ne le vois pas du tout comme une hostilité d'une génération à l'autre, mais comme un respect qui est fait d'autant
de respect normal que d'irrespect fertile. Je trouve que dans nos métiers, l'irrespect est tout aussi important que le respect. Et qu'on a quelquefois tendance à respecter les choses et donc à les tuer. Et quelquefois, en ne les respectant pas intelligemment, on leur redonne un jus, un suc absolument magnifique. Et puis deux autres choses, alors c'est du Claudel que j'ai beaucoup travaillé, j'aime beaucoup ça. Il y a, et c'est pareil, on peut avoir ça dans sa poche, il y a cette phrase disait dans le partage de midi, qui dit à Mesa, c'est Marina Hans qui me disait ça, qui dit « Il ne faut pas comprendre, mon pauvre monsieur, il faut perdre connaissance. » Il ne faut pas comprendre, il faut perdre connaissance. Et ça, c'est pareil pour les amoureux de culture que nous sommes tous. Le fait de réussir à perdre connaissance, de garder autant de naïveté et de crédulité dont je parlais, que d'accumuler des savoirs et de devenir un petit peu docte comme ça, le fait de savoir que rien n'est jamais acquis, que le fait de comprendre ne veut pas dire grand-chose, qu'il faut perdre connaissance. Alors ça peut se dire to fall in love, on perd connaissance en amour, on peut perdre connaissance dans un apprentissage intellectuel, et je trouve que cette phrase est très belle. Et puis il y en a une autre, alors je crois qu'il le dit, lui, dans une acception du grand poète catholique. Je ne suis ni poète ni catholique, donc je ne le prends pas dans cette compréhension-là. Mais je crois que c'est Donia Music qui dit ça, qui dit « C'est la joie seule et non l'acceptation de la tristesse qui apporte la paix ». Et j'adore cette phrase qui paraît un peu biblique comme ça, mais quand je le ramène au théâtre, la joie seule, j'ai fait une masterclass hier ou avant-hier avec des jeunes élèves du cours Florent qui me demandaient des conseils, et je disais le seul conseil que je peux vous donner, le plus utile et peut-être le plus incompréhensible pour vous, c'est que le seul muscle dont vous avez besoin et qui vous fera travailler, c'est la joie. Si vous êtes en jeu, si vous avez de la joie, si vous êtes ludique, si vous êtes capable de vous amuser avec les choses, d'en faire quelque chose, vous ferez ce métier. Même en n'ayant pas beaucoup de qualité d'acteur, vous le ferez plus que quelqu'un qui a d'énormes qualités d'acteur, mais qui ne serait que dans l'acceptation de sa tristesse. Voilà. Voilà.